Maintenant, une petite pastille vidéo. On va vous emmener pour une contribution de Christophe Duron de chez Procter Gamble, Senior Vice President Sales, Brand Operation and Digital Europe de chez Procter Gamble, qui va vous présenter les opportunités business pour lui. Et puis ce qui est intéressant, c'est que là, on est au cœur de l'Innovation Center de Genève. Regardez plutôt. Bonjour Christophe. Bonjour. Nous sommes ravis de te retrouver pour cette nouvelle édition du Update Data and AI for Business. Tu es Senior Vice-Président Europe de chez Procter Gamble. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on se trouve ici? Bon, alors, bienvenue à Genève et bienvenue dans notre centre d'innovation de Genève. Donc, Genève, ça fait quoi? Ça fait partie d'un réseau de 6 centres d'innovation dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait plusieurs choses. On travaille l'innovation, on travaille effectivement beaucoup, on fait beaucoup de recherches. Et c'est ici notamment qu'on va travailler avec les clients qui le souhaitent, nos plans d'affaires, nos plans de création de valeur, ou effectivement voir ensemble quelles peuvent être les problématiques ou les solutions qu'on peut trouver ensemble. Alors c'est particulièrement ici qu'on va traiter la data d'une manière très stratégique. On va partir sur des points de départ, quelles sont les problématiques, quelles sont les opportunités. Alors c'est vrai que la data aujourd'hui nous donne un champ immense pour mieux servir les consommateurs, mais aussi créer de la valeur différemment avec effectivement nos partenaires distributeurs. Et alors quel est votre mode de collaboration avec les retailers sur la data? Alors, je ne sais pas si c'est un mode ou une méthode, mais effectivement, on a mis en place une approche qu'on appelle l'approche 4A. Alors, c'est quoi 4A? Ça veut dire alignement, accès, analyse, activation. Donc, alignement. Est-ce qu'on a un alignement stratégique sur la data? Est-ce qu'on est très clair ensemble sur les problématiques, les solutions qu'on peut trouver ensemble, les opportunités à saisir et comment on va utiliser la data pour effectivement le délivrer? Ensuite, c'est l'accès. Nous, effectivement, aujourd'hui, chez Procter, on a la chance d'avoir beaucoup de données, mais c'est la même chose pour nos partenaires distributeurs. Donc, comment ces deux sortes de données vont pouvoir effectivement se complémenter? Bien entendu, on le fait d'une manière extrêmement rigoureuse, ce qu'on appelle GDPR compliant, donc effectivement dans le respect du RGPD, qui est quelque chose qui est absolument fondamental pour nous. La troisième, c'est l'analyse. Que nous disent les consommateurs? Que nous dit la catégorie? Quelles sont les tendances? Et ensuite, on active, basé sur la data. L'activation est probablement la partie la plus fondamentale aujourd'hui. Effectivement, tu me parlais tout à l'heure de l'activation data et d'à quel point c'est important pour vous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est absolument fondamental. Il y a eu plusieurs articles il y a quelques années sur la data. Et donc les articles disaient data is the new oil, donc data c'est le nouveau pétrole, ou data is the new currency, donc data c'est la nouvelle monnaie. Je ne crois pas fondamentalement à ça. Je pense que data activation, c'est la nouvelle monnaie. Il faut activer les choses. Donc on a mis en place une approche qui est un petit peu différente. C'est qu'on avait un peu une approche chez Procter qui était l'approche de la pyramide, qui était quoi? Qui était dans le bas de la pyramide, on va faire de l'acquisition de data, puis ensuite on va enrichir ces data, et ensuite on va agir. Le problème de cette approche-là, c'est qu'on a tendance effectivement à arriver proche de la perfection d'un point de vue quantité et qualité de data, mais on perd beaucoup trop de temps à activer. Donc on a tout simplement changé notre approche, on a renversé la pyramide. Et effectivement, aujourd'hui, l'activation est fondamentale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté l'acquisition, ça ne veut pas dire qu'on arrête effectivement d'enrichir, mais l'activation, c'est l'approche numéro 1 et fondamentale de la data chez P&G. Alors, si tu devais nous résumer le rôle de la data chez P&G, qu'est-ce que tu dirais? Bon, alors, pour essayer de faire simple, je le résumerai avec 6 P. Okay, donc, le premier P, c'est la prévention. Alors, la prévention, ça touche beaucoup de domaines. Je vais donner juste un exemple. La prévention, ça va permettre d'éviter, d'empêcher un mauvais recyclage de nos produits. Donc, par exemple, on va prendre un de nos packaging, on va y mettre dessus un filigrane qui est absolument invisible à l'œil nu. Et effectivement, ce filigrane va transmettre une donnée qui va permettre aux machines automatiques de recyclage de savoir faire la différence entre un produit qui est recyclable et un produit qui n'est pas recyclable ou qui ne peut pas l'être. Génial, donc la machine automatiquement va le savoir. Va le reconnaître. Okay. Donc ça, c'est la première chose, c'est la prévention. Ensuite, c'est la protection. Bien évidemment, ce qui est fondamental pour nous, c'est la vie privée de nos consommateurs. J'ai la possibilité aujourd'hui de toucher plus de 70% de la population européenne en ligne. Ça me donne beaucoup d'opportunités de connexion, énormément de responsabilités. C'est sûr. Nous devons absolument de protéger la vie privée de notre consommateur. Nous avons des règles de gouvernance qui sont super strictes sur le sujet. Donc la deuxième, c'est la protection. Le troisième P, c'est la personnalisation. La personnalisation, c'est un axe fondamental de notre stratégie média chez Procter Gamble, pour une raison toute simple, c'est les consommateurs qui nous le demandent. Les consommateurs, ce qu'ils veulent, c'est avoir un message qui leur parle, un message qui leur corresponde. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a 75%
de nos médias numériques aujourd'hui qui sont ou personnalisés ou hyper personnalisés. Donc c'est véritablement un axe qui est très important pour nous. Le quatrième P, c'est la précision. Alors pourquoi c'est important la précision? Pour plusieurs raisons, mais je vais donner juste un exemple. Ouais. Procter & Gamble aujourd'hui, c'est le numéro 2 mondial de la dépense média. Donc on dépense des milliards et des milliards et des milliards dans les médias aujourd'hui, d'un point de vue mondial. Il est bien évident que plus on va être précis, moins on va avoir de gaspillage et plus puissant sera notre retour sur investissement. Donc c'est juste un exemple de précision. Le cinquième P, c'est la prédiction. Donc quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est effectivement de faire en sorte qu'on a des go-to-market qui ne soient pas des go-to-market que je vais qualifier de correctives ou de réactives, mais prédictives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va effectivement détecter des signaux. Signal, par exemple, potentiellement, un produit peut tomber en rupture. Signal qui va nous dire qu'il y a une innovation, par exemple, dans un ou des magasins ou dans une région ou dans une zone certaine qui ne fonctionne moins bien alors qu'elle marche très bien au niveau national. Détecter, par exemple, qu'on a un surstock, par exemple, dans certains magasins. Donc ça va nous permettre effectivement de prédire et de travailler différemment. C'est-à-dire, par exemple, on va réallouer une couverture de force de vente et qui va aller effectivement cibler de manière beaucoup plus précise plutôt que découvrir quelque chose d'une manière complètement réactive. Alors ensuite, le dernier P, c'est la productivité. Alors bien entendu, la data joue un rôle fondamental sur la productivité, que ce soit la productivité sur la promotion, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais la productivité bien évidemment sur la supply chain, sur les campagnes que l'on va faire, des campagnes de pénétration, des campagnes de fidélité, comment on peut améliorer nos services vis-à-vis de nos consommateurs, etc., etc. Donc la productivité, effectivement, est énormément drivée par la data. Donc on parlait tout à l'heure de personnalisation, qui est le troisième P. Ouais. Procter & Gamble fait partie des groupes de grande consommation à grande échelle. Vous touchez des millions de consommateurs. Ouais. C'est vrai qu'on a souvent tendance dans ce cas-là à faire du mass marketing. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à faire aujourd'hui pour faire du precision marketing en étant FMCG sans pour autant être retailer? Bon, effectivement, c'est une très bonne question. Nos marques s'adressent à des millions, voire des dizaines de millions, et même parfois des centaines de millions de consommateurs. Et on va s'adresser avec eux, en général, à grande échelle. Donc, ça va être quoi? Ça va être la télé à grande échelle, ça va être les promotions à grande échelle, l'échantillonnage, le couponing à grande échelle. Et comme j'expliquais tout à l'heure, l'approche qui est importante, c'est effectivement de trouver une approche un peu plus équilibrée, je ne vais pas dire contrebalancée, pas compensée, mais plus équilibrée, en effectivement gardant quand même cette approche masse qui est importante, mais aussi en ayant effectivement une approche beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus précise. Maintenant, ça, on doit la faire d'une manière qui soit pas nécessairement quelque chose qui soit un business de niche, mais quelque chose qui se fasse aussi à grande échelle, ce qu'on appelle chez Procter effectivement from mass to precision at scale. Des exemples peut-être? Oui, alors par exemple, on va analyser la propension d'une certaine population à acheter telle ou telle marque, Ariel ou Febreze. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des audiences extrêmement précises qui vont bien évidemment au-delà du critère sociodémographique. On va y mettre des paramètres. Donc, on va mettre des paramètres comportementaux, des paramètres contextuels, des paramètres géographiques. On va mettre des paramètres de la vie, par exemple, parce qu'ils ont des animaux domestiques, ce genre de choses. Donc, on va effectivement créer parfois des dizaines, parfois des centaines d'audiences extrêmement précises chacune d'elles. Donc en fait, ce qui est très important, c'est effectivement d'avoir une cartographie très fine, une audience très fine, mais surtout un contenu très fin. Une audience égale un contenu. D'accord. Bon, cette approche n'est pas statique, elle est extrêmement dynamique. Imaginons par exemple qu'un consommateur soit un touriste allemand ou un touriste anglais ou un touriste français et qui décide d'aller en Croatie. Eh bien, en Croatie, il va pouvoir recevoir dans sa langue un message personnalisé, un message promotionnel, et il pourra utiliser par exemple un coupon dans un des magasins qui se trouve autour de son hôtel ou autour de son camping. Incroyable. Donc c'est très dynamique. Ouais. Une des problématiques des entreprises aujourd'hui, c'est quand même le coût des promotions. Ouais. Comment est-ce que la data, elle peut aider à pallier à ces coûts? Bon, alors effectivement, c'est une très bonne question. Alors, si vous m'aviez posé la question il y a plusieurs années, je vous aurais dit que 50% de mes promotions étaient inefficaces, mais que malheureusement, je ne savais pas quels 50%. Ah oui. Alors bon, je force le trait, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'on était quand même un petit peu dans le brouillard il y a plusieurs années. Aujourd'hui, effectivement, on peut avoir la capacité, et je l'ai dans beaucoup de pays, d'effectivement savoir exactement le pourcentage précis de quelle promotion est inefficace, quand elle est inefficace, dans quelle région ou quelle zone elle est inefficace, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la promotion, c'est quelque chose qui est mauvais, absolument pas.
La promotion, c'est exactement comme le cholestérol. Il y a de la bonne promotion et il y a de la mauvaise promotion. La mauvaise promotion, c'est un vecteur de destruction de valeur pour les partenaires distributeurs et effectivement pour nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la data va nous aider à être extrêmement précis, exactement la même chose que ce qu'on fait sur les médias. Donc on va travailler de manière très fine, un petit peu plus intelligente, sur effectivement quel dosage d'incrémentalité on peut mettre derrière une promotion, comment on évite de la cannibalisation, c'est quoi les bons timings, c'est quoi les bonnes séquences, avec un plan média, etc., etc. Donc on est vraiment sur des approches qui sont algorithmiques, qui sont complètement drivées par l'intelligence artificielle, mais qui nous donnent effectivement après des résultats qui sont extrêmement probants et qui nous montrent que ça fonctionne. Donc c'est beaucoup plus logique d'un point de vue consommateur et surtout c'est un vrai vecteur de création de valeur pour nos partenaires distributeurs. Donc il y a l'enjeu dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est quand même la disparition des cookies. On peut se demander est-ce que c'est la fin de la personnalisation par la data? Comment se libérer des stratégies sur les third-party data? Est-ce que c'est uniquement en utilisant les first-party data ou est-ce qu'il y a une alternative? Bon, effectivement, tout d'abord, un monde sans cookies, c'est pas une hypothèse. Je ne vais pas dire ça va venir vite, je pense qu'on peut dire ça vient très vite. Maintenant, effectivement, à la question est-ce qu'il y a une alternative? Il y a une alternative. On va avoir une approche qu'on appelle chez nous l'approche barométrique et qui nous permet effectivement aujourd'hui de toucher d'une manière extrêmement personnalisée nos consommateurs sans utiliser leurs données personnelles. Bon, merci beaucoup Christophe de nous avoir partagé tous ces insights et de nous avoir reçus dans votre belle Innovation Center. Quels sont vos enjeux pour 2022? L'enjeu, en fait, je le résumerai en un mot, c'est l'expansion. Faire du start-up, c'est important dans la data. Faire du scale-up, c'est fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pilotes qui réussissent, on doit les étendre très rapidement. Et ce n'est pas juste multiplié par 5 ou par 10, c'est multiplié par 1000, 10 000, voire parfois 100 000. Donc pourquoi? Parce que l'expansion va nous permettre, un petit peu comme je l'ai expliqué, de toucher nos consommateurs avec précision, mais à grande échelle, de réduire le gaspillage de nos médias, de la promotion à grande échelle et de créer des plans de valeur avec nos partenaires distributeurs à grande échelle. Donc vraiment l'enjeu, c'est l'expansion. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas pour cette année. Est-ce que tu pourrais peut-être partager avec l'audience 3 bonnes pratiques à retenir? Oui, alors brièvement, je pense que j'en aurai 3. La première, c'est activer, activer, activer. La deuxième, faites des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais corrigez-les vite. Et la troisième, avoir une capacité de ciblage très fine ne fonctionne que si vous avez une qualité très fine de contenu. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Merci beaucoup. On peut l'applaudir à distance. C'était immersif, très intéressant. On remercie particulièrement Laure, suivez mon regard, de Club Sattel, voilà, t'es foutu, pour ce reportage sur place, cette interview fort intéressante et merci de nous avoir ouvert les portes de cette Innovation Center. L'occasion également de saluer nos participants en ligne. On stoppe le live stream après cette session-là. Voilà, on a tellement été frustrés par le Covid. On fait un retour en physique, donc on en fait privilégier les gens qui sont avec nous. On vous remercie, vous participants qui êtes là à la Maison de la Mutualité. Pour vous en ligne, on vous dit évidemment rendez-vous demain. N'hésitez pas à nous rejoindre et à pouvoir profiter de l'ensemble de l'expérience du Update Data et AI for Business. Et on vous remercie et à très très vite du coup.